Nous allons maintenant passer la relation à Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, de la Protection sociale, M. Amadi Sidinaouda, et je demande d'applaudir. Merci pour les applaudissements. Il le mérite. Vraiment, il le mérite. Honorable Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de Razia, assurant l'intérim de son Excellence, Monsieur le gouverneur, honorables députés, Madame la représentante de l'OMS, cher docteur Catherine, tout à l'heure, docteur Ahmed me disait, avec un chagrin, puisque nous sommes à la fin de cette cérémonie, je ne vais pas voir le moment et voir entrer à mon fils. Je vais garder toujours de mon souvenir de son passage. Merci, docteur Ahmed. Mesdames et messieurs les chefs de délégation, Maurice, Seychelles, Madagascar, La Réunion. Chers experts de l'océan Indien et ceux qui sont venus de très loin, notamment les amis ivoiriens, je suis en partie le plus de l'université de Cocody, en Côte d'Ivoire. Honorable assistance, mesdames et messieurs, en volant, livre, RAD, protocole, observé. Enfin, nous sommes au bout de ce chemin de travail intense que nous avons tracé ensemble pour parcourir et aboutir à quelque chose. Nonobstant les quelques difficultés rencontrées lors de la phase préparatoire de ce colloque, je peux prendre le risque de dire que nous avons réussi. Et je demande à tous les participants de vous auto-applaudir parce que vous étiez jamais la salle n'a été vide durant cette journée. Les salles étaient toujours pleines. Et c'est ça ce qui donne le courage à ceux qui s'occupent de ce problème de VIH, de travail sans relâche. C'est une forme de reconnaissance et d'encouragement. Et ça, c'est très important. Allez, ceux qui ont fait ce travail ont eu devant eux des gens qui les ont écoutés. Et ça encourage. Les organisateurs de ce colloque ont travaillé durant plusieurs mois sans relâche. Ce n'est pas moi de les remercier, quelqu'un viendra les remercier.
Mais je peux tout simplement continuer à aimer ce travail que vous faites parce que quelque part, vous aidez vos frères et sœurs qui souffrent de ce problème de sida. Il ne faut jamais se décourager. On entend par-ci par-là que les fonds diminuent dans le monde. Mais votre courage et votre détermination va certainement apporter encore du vent nouveau. Ça va aider à soutenir psychologiquement, moralement nos frères qui souffrent de ce problème. Sans tarder, je vais vous lire rapidement le programme de cet après-midi. Mais nous allons commencer par, on va la prendre aussi comme maman, notre maman, Dr Katubo, qui va nous lire les recommandations. Ça sera suivi par la parole de Ravan Océanien, puis le passage de Farion, Ravan Océanien à Maurice. Quatrièmement, passage du Farion organisateur. Mot du chef de la délégation de Maurice, mot du chef de délégation de Madagascar, mot du chef de délégation Seychelles, mot du chef de délégation Réunion, le mot du président du colloque, et enfin, le discours de son Excellence, M. Amadi Sidinamouda, ministre de la Santé et de la Protection sociale. Voilà le programme que nous allons partager ensemble cet après-midi. Et sans plus tarder, je demande au docteur Katubo dans la parole. Merci. Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Madame la représentante de la jeunesse, le représentant du président, Mesdames et Messieurs les membres des délégations, les chefs de délégation, les hautes autorités de ce pays ici présentes, chers participants, je vais faire un petit résumé assez rapide, fait entre midi et 2 heures, à l'heure du déjeuner, des points saillants de ce colloque. Alors, si je peux avoir la première diapositive. D'abord, la première chose, c'est de dire merci. Merci pour cet accueil chaleureux qu'on connaît déjà. C'est le 4e colloque au Comores, mais on est quand même tout à fait charmé de voir cet accueil fraternel et souriant, très souriant. Merci aussi pour l'implication des plus hautes autorités politiques du pays, dont Monsieur le ministre Premier et Monsieur le ministre de la Santé ici présents. C'est évidemment le leadership politique qui est essentiel dans un pays avant tout. Cela décide de quasiment tout. Merci beaucoup à tous les membres du comité d'organisation. Alors là, je ne vais pas citer tout le monde, je vais dire de notre formidable président du comité d'organisation, à tous les membres de ce comité, jusqu'au bénéfice. Vous avez énormément travaillé, je suis bien placée pour savoir, puisque c'est le 21e colloque, à quel point c'est difficile d'organiser un colloque, et franchement, vous avez relevé le défi, vous avez accueilli de façon formidable, vous avez une organisation formidable, vous avez beaucoup dépensé aussi pendant le colloque, vous allez enfin tranquille ce soir, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mais vraiment un très grand merci, et vraiment à chaque personne qui a parfaitement rempli son rôle. Merci aussi pour l'engagement de toutes les délégations afin de contribuer à améliorer les situations de nos pays. Vous avez beaucoup participé, vous avez beaucoup suggéré, vous avez travaillé pendant les séances plénières, vous avez suggéré au cours des ateliers des pistes très intéressantes. Et bien évidemment, c'est du travail de tous que naît le programme régional et les pistes d'avancement que nous avons trouvées. Merci également pour votre assiduité. Ça a été dit, mais c'est tout à fait à remarquer parce que vous avez été là présent pendant tout le colloque. Alors, des fois, il y a peu de monde à la séance d'inauguration, pas mal de monde à la séance de clôture, et puis entre-temps, c'est très klaxonné. On va faire un peu de shopping, on se repose, on fait autre chose. Et là, vraiment, vous étiez présent. Vous aviez à cœur d'être présent. Et ça, je vous félicite. Vous pouvez vous applaudir parce que Et puis merci
merci aux Comores, au peuple comorien, aux Comoriens et aux Comoriennes de nous avoir donné l'opportunité de nous retrouver, la famille de l'océan Indien, qui existe depuis une bonne trentaine d'années. Alors nous, on a tous un peu vieilli, il y a encore pas mal de gens qui étaient là au début, et puis surtout, ce qui est encore plus important, il y a beaucoup de gens beaucoup plus jeunes qui nous ont rejoints et qui continueront la lutte après nous. Donc merci à tous ceux ici présents qui sont dans cette lutte depuis des années et des années. Je ne vais pas les nommer parce que c'est tellement une liste importante, mais sachez que vous êtes très chers à mon cœur et vous n'êtes pas seulement des collaborateurs, des gens avec lesquels on travaille. Franchement, sans faire d'effet de manche, vous êtes vraiment devenus pour beaucoup d'entre vous des amis très proches. Alors, je voudrais dire que, bon, on m'a demandé de faire un compte-rendu, comme d'habitude d'ailleurs, mais ce compte-rendu ne va pas reprendre tout ce que nous avons fait au cours du colloque. C'est de toute façon beaucoup trop tôt pour faire un compte-rendu exhaustif. Et aussi, il ne va pas reprendre les éléments de la séance que nous avons eue hier sur le futur programme régional qui est si important. Je rappelle simplement ici que nous avons déjà eu 2 programmes régionaux qui ont montré une très grande efficacité, l'Ursida et ERIS, que nous avons préparé depuis 2 colloques, celui des Seychelles et celui de Madagascar, et finalisé finalement au colloque des Comores ce programme de coopération régionale, dont nous espérons, nous sommes quasi certains qu'il sera porté par la COI. Mais nous avons également décidé de continuer à nous voir un peu plus souvent de façon virtuelle pour faire avancer les choses, parce qu'on se rend compte à quel point la solidarité est importante entre nos îles de l'océan Indien. Nous sommes différents, oui, mais nous avons beaucoup de points communs, et nous pouvons ensemble être beaucoup plus forts. Donc, pour résumer un peu la situation dans les pays, ce ne sera pas exhaustif, mais c'est volontaire, je ne peux pas tout dire. Donc, la situation est toujours inquiétante. Elle était déjà inquiétante l'année dernière à Madagascar, mais elle est quasiment plus. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration, plutôt un peu d'aggravation. À Madagascar, on est passé de 31% de femmes qui étaient dépistées pendant leur grossesse à 28%. On n'a pas vraiment progressé. Et ne pas dépister une femme enceinte, c'est risquer de mettre au monde un bébé infecté par le VIH. Le premier goal important de l'OMS, c'est de faire en sorte qu'une transmission maternelle-fétale du VIH. Nous n'y sommes pas. Et donc, c'est un immense problème à Madagascar qui n'a pas suffisamment de moyens pour le faire, qui n'a pas suffisamment de tests. La prévalence des femmes enceintes, pour parler aussi de ce qui est important de la santé de la femme et de l'enfant, est passée en 10 ans dans certains districts, c'est pas homogène à Madagascar, de 1% des femmes enceintes à 10% des femmes enceintes, ce qui est énorme. Et ce, en une dizaine d'années. On a eu une augmentation de la prévalence de ce qu'on appelle les populations cibles, c'est-à-dire, à Madagascar, 22% des personnes homo-bisexuelles sont infectées par le VIH, 14% des travailleuses du sexe et 12% des usagers de drogues intraveineuses, qui sont de plus en plus importants, et dont la prise en charge n'est pas encore assurée de façon formelle. L'usage de drogues intraveineuses, justement, parce que notre colloque, ce n'est pas que le VIH, ce n'est pas que la santé sexuelle, c'est aussi les addictions. L'usage de drogues intraveineuses augmente à Madagascar de façon certaine, avec une augmentation des hépatites C, qui existait peu dans ce pays, c'était l'hépatite B qui était un problème. Et donc, il y a eu un bon progrès, il y a eu un plan national de réponse aux addictions qui a été mis sur pied. Donc, la stratégie est élaborée, mais il n'est pas encore appliqué, c'est-à-dire en pratique, il n'y a pas encore de traitement de substitution de l'usage des opiacés à Madagascar, pas encore de méthadone, et il n'y a pas encore des programmes de réduction des risques, d'échange de seringues, par exemple. C'est prévu, mais ça n'est pas fait. Et on sait combien les résistances sont importantes, puisque beaucoup de gens pensent que donner des seringues à des usagers de drogue, c'est leur faciliter la vie pour se piquer. C'est complètement l'inverse, hein. C'est empêcher qu'ils attrapent le VIH et les hépatites. C'est exactement comme à l'époque où on disait il ne faut pas mettre de préservatif à disposition des gens parce que vous allez leur faire avoir plus de relations sexuelles, ce qui était tout aussi peu scientifique. À Maurice, on a toujours une situation qui est inquiétante. On a franchi le triste cap des 10 000 contaminations cette année, en 2025, et la prévalence est quand même de 1,4%. Une prévalence supérieure à 1%, c'est pas satisfaisant. L'augmentation des cas est drastique. Il y a eu, dans un pays de 1 200 000 habitants,
549 nouveaux cas en 2024, dont majoritairement des usagers de drogue. La drogue fait aussi des ravages à Maurice, qui n'est pas numéro 1 dans le monde, puisque ce titre appartient aux Seychelles, mais qui est quand même extrêmement sous des difficultés liées aux usagers de drogue. Et il y a encore eu plus de 100 décès cette année. Je rappelle quand même que le VIH est maintenant une maladie chronique qui est parfaitement traitable lorsque l'on est dépisté avec des antirétroviraux qui non seulement sauvent la vie des gens, permettent une espérance de vie normale, n'ont plus d'effets secondaires, permettent aux femmes enceintes de ne jamais donner naissance à un enfant contaminé et permettent de ne pas transmettre le virus lors de relations sexuelles non protégées. Donc, vous voyez, on a de la marge. 21% des usagers de drogue sont infectés par le VIH à Maurice, 12% des travailleurs du sexe, 17% des homosexuels, 28% des personnes transgenres. Ce sont des prévalences qui sont énormes. Et on voit que la courbe des cas de la vie active prend une ascension, elle est descendue et elle remonte depuis 3-4 ans. Ça aussi, ça n'est pas un bon message. Le nombre, concernant la drogue, le nombre des usagers de drogue est très important. Alors, comme partout ailleurs, bien sûr, il y a un usage d'héroïne qui est important et de mauvaise qualité, le broad sugar, comme partout dans la zone. Il y a les nouvelles drogues de synthèse qui commencent à prendre une place extrêmement importante. Elles sont moins chères que l'héroïne et elles sont d'accès assez facile à travers, par exemple, les sites internet. La cocaïne augmente partout, dans tous les pays de la zone océanienne, et toutes sortes d'opioïdes augmentent considérablement. Ce qui fait que, par exemple, pour l'héroïne, nous avions, il y a un an, 7700 personnes qui étaient dans le programme de méthadone. Ben là, nous sommes arrivés à plus de 9000, c'est-à-dire 9300 personnes à Maurice sont sous méthadone ou un traitement de substitution, et on se rend compte de la marche qu'il y a eu en un an. Donc on est quand même extrêmement inquiet. On est inquiet également pour les drogues de synthèse. Pourquoi? Parce que je pense que la possibilité d'avoir accès à l'héroïne va diminuer, puisque vous savez que le gros de la production d'héroïne vient de l'Afghanistan et que les talibans, il y a déjà 2 ans, ont décidé d'arrêter totalement la culture du pavot, et donc il va y avoir une restriction sur le marché. Peut-être qu'il y aura d'autres marchés, mais c'est un gros problème pour les addictologues. À Rodrigue également, situation inquiétante, 23 nouveaux cas. Rodrigue, c'est tout petit, il y a quelques dizaines de milliers d'habitants. La file active est de 152 patients. Il y a eu 5 décès en 2024. Il y a eu 11 nouveaux cas d'hépatite C. Hépatite C, ça veut dire usage intraveineux de drogue. Et plusieurs patients sont maintenant sur méthadone. Il y a eu 210 cas de syphilis, donc 28 chez les femmes enceintes. C'est beaucoup aussi. Aux Comores, il y a eu 75 nouveaux cas. Il n'y en a jamais eu autant en une seule année, dont 13 diagnostics tardifs, c'est-à-dire à moins de 200 CD4, c'est-à-dire des gens qui sont positifs depuis plusieurs années, et 4 personnes au stade SIDA, c'est-à-dire avec des infections opportunistes. On a une file active de 177 personnes, dont 9 enfants, et il y a encore 2 cas de contamination maternelle cette année, bon, situation un peu particulière, un prématuré. Un enfant qui naît d'ailleurs, enfin quand même, c'est pas formidable, même si les Comores peuvent permettre un dépistage. Le point faible des Comores, c'est la discrimination, la stigmatisation. Les gens ne viennent pas au dépistage parce qu'ils ont trop peur de se faire montrer du doigt. Et cela se voit parce qu'il y a des personnes qui vont à Mayotte, qui vont à La Réunion pour se faire soigner, ou dans d'autres pays. C'est ce qu'on connaît, enfin, sauf en Tanzanie, dans des pays comme ça. Mais quand les patients sont connus, ils sont bien traités et on a un résultat remarquable puisqu'on a 88% des personnes qui sont traitées qui ont une charge virale indétectable. C'est un très bon résultat. On a aussi l'augmentation des hépatites C, modeste pour l'instant mais réelle, il n'y en avait pas avant. Hépatite C égale. Je vous écoute? Usage de drogue intraveineuse, exactement. Donc là aussi on a des craintes et c'est sûr que les Comores doivent élaborer un plan de réduction des risques juste dès maintenant. Parce que si on s'y prend très très tôt, on évite beaucoup de catastrophes. Beaucoup de pays l'ont fait avec retard. Et si vous vous y prenez maintenant, vous avez une grande chance de régler considérablement les dégâts. Vous n'allez pas l'échapper, vous n'avez pas ce problème. Mais y faire face, et regarder les choses en face, c'est vraiment permettre à son pays d'éviter les catastrophes qu'on a vues à Maurice.
Aux Seychelles, justement, une augmentation plus importante des nouveaux cas, 90 nouveaux cas en un an, 21 décès de personnes vivant avec le VIH, une contamination hétérosexuelle et une contamination intraveineuse par usage de drogue, des soins qui ont été quand même décentralisés sur Praslin et la DIC, mais encore très centralisés, donc ne permettant pas à tous les Seychellois d'avoir un accès égalitaire au niveau géographique. Ce pays extraordinaire a le triste privilège d'être celui où le pourcentage de la population utilisant des drogues est le plus important au monde. C'est un petit pays, mais il a ce privilège d'avoir cette tristesse d'avoir le taux le plus élevé d'usagers de drogue au monde. Et c'est bien fait, hein, les mesures de réduction des risques sont en place depuis longtemps, les patients sont bien pris en charge, les gens qui sont connus des charges réelles indétectables, et le nombre d'usagers continue de croître. La diapositive suivante. À Mayotte, on a une situation toujours stable mais toujours préoccupante. Mayotte, c'est un pays qui a une migration absolument incroyable puisque la majeure partie de la file active des personnes infectées par le VIH vient des pays étrangers, trois pays essentiellement, les Comores, Madagascar et les pays de l'Afrique des Grands Lacs, où il y a des réfugiés politiques qui viennent à Mayotte. Avant, c'était les Comores, les étrangers les plus importants dans la file active de Mayotte, c'est logique, c'était les Comores, et maintenant c'est Madagascar, ce qui mesure le poids de la catastrophe qui se passe là-bas. Souvent, donc, ces personnes, en tout cas de l'Afrique des Grands Lacs et de Madagascar, pas des Comores, mais de ces deux autres pays, arrivent à des stades très avancés, avec des sida, maladies, avec des CD4 inférieurs à 100. Et puis, on note une augmentation très importante de l'usage de drogue, et notamment des nouvelles drogues de synthèse qui font des ravages. À La Réunion, je passe vite parce que ça va pas si mal que ça, mais quand même, on note une augmentation plus importante des nouvelles découvertes. Là aussi, pas mal lié aux migrations, mais pas que. Et on note aussi plusieurs Réunionnais, de façon certaine, se sont contaminés à Madagascar par tourisme sexuel et reviennent à La Réunion avec des contaminations à Madagascar. Et puis on note une augmentation inquiétante, très inquiétante à La Réunion de cocaïne. La cocaïne, c'est relativement cher, donc quand on a des euros, un salaire correct, on a plus tendance à utiliser de la cocaïne, et donc on a une recrudescence importante, mais c'est dans toutes les îles de l'océan Indien. Alors, les constats que nous avons faits cette fois-ci. Alors, il y a tous les constats des deux colloques précédents, je ne les ai pas remis ici. Pour les autorités qui n'étaient pas là, si je résume rapidement, on n'a pas des données assez fiables dans l'océan Indien. Donc, pour construire des politiques, il faut des données fiables. Donc, il y a beaucoup de données qui manquent pour certains pays. Et on a besoin d'affiner les données. On a besoin d'avoir des vrais programmes de prévention, de communication, avec une communication qui se fait à la fois en mass média, en population générale, avec un calendrier, et puis des communications ciblées sur les populations cibles. On a également besoin d'avoir de la prévention, notamment au milieu scolaire, qui normalement débute dès les petites classes. Alors c'est pas sur la santé sexuelle, c'est pas sur les addictions, mais c'est sur le développement des compétences psychosociales. Le développement des compétences psychosociales, ça s'acquiert quand on est petit, et c'est savoir qui l'on est, se respecter l'autre, savoir gérer ses émotions, savoir comment se conduire un peu dans l'existence. Et c'est ça qui entraîne le fait qu'on va avoir des addictions, ou qu'on va céder à des relations sexuelles non protégées, ou qu'on va se mettre à manger plein de gâteaux alors qu'on est déjà en surpoids, etc. Donc il faut vraiment s'attacher à la prévention en santé de façon globale. Également dans ces programmes, toutes sortes de choses pour acquérir tout ce qu'il faut en réactif pour pouvoir dépister des gens, pour pouvoir faire les examens nécessaires, et puis la nécessité d'avoir un accès au traitement, la lutte contre la stigmatisation et la criminalisation, les formations, de façon à ce que les personnes puissent avoir des compétences, et ces formations, elles vont des médecins aux infirmières, aux différentes professions de santé, et également aux ONG qui ont besoin d'être renforcées, ONG qui doivent être incluses dans le système de santé, partenaires des ministères de la Santé, et mais pour ça, ils doivent être professionnalisés et savoir bien faire leur métier. Bon, j'en oublie certainement, mais je voulais juste rappeler les grandes lignes du programme régional que nous avons travaillé ensemble.
Donc cette année, le constat, c'est un manque criant de découverte des personnes infectées. Clairement, on est sur le premier 90 ou 95, on est mauvais dans la zone de sérotien. On est bon, une fois que les gens sont diagnostiqués, ils ont accès pour la plupart d'entre eux aux antirétroviraux et ils ont souvent des charges virales indétectables. Et c'est le premier, là, le dépistage qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que soit il y a de la stigmatisation et de la discrimination, donc ça c'est le problème des Comores, de Maurice et des Seychelles par exemple. Et pour Madagascar, il y a sûrement ça aussi, mais il y a un manque de tests tout simplement, puisque je vous rappelle qu'il y a des districts où il n'y a même pas de tests, donc il y a un manque absolument criant de tests pour les dépistages. Il y a des manques de réactifs pour les charges virales à Madagascar, parfois ailleurs, et puis il n'y a pas, c'est un gros problème, c'est notre premier problème auquel on devrait s'attaquer, il n'y a pas de disparition complète de la transmission d'atteinte fétale pour plusieurs pays, dont Madagascar, Comores et Maurice. Ensuite, on a vu que nos protocoles des antirétroviraux, on a fait des tableaux comparatifs, on a vu que pour les premières, deuxième et troisième lignes de traitement, il y avait quand même pas mal de disparités, alors qu'avec les années, on a acquis des antirétroviraux qui ne sont absolument pas chers, qui ont des niveaux de résistance très élevés et qui n'ont pratiquement pas d'effets secondaires. Donc l'idée, c'est d'essayer, avec l'accord bien sûr de chaque pays, d'unifier ces protocoles, de les simplifier, d'en diminuer le coût aussi en doublant les achats, afin de permettre, si quelqu'un passe d'un pays à un autre, de continuer les mêmes traitements, mais aussi d'avoir un traitement peut-être plus efficace. Merci. Donc voilà, les protocoles RV ne sont pas unifiés. On a une vaccination contre l'hépatite B qui a des profils différents selon les pays. Et là, c'est très important de l'uniformiser parce qu'il y a quand même un moyen en vaccinant HICO que les enfants ne soient pas contaminés. Enfin, en tout cas, pratiquement pas contaminés. On a un manque de moyens pour le dépistage et le traitement de l'hépatite C et un déficit majeur en dépistage de la syphilis. Et la syphilis est extrêmement présente dans le pays. La diapositive suivante. Alors, en plus des recommandations des autres colloques, on va ajouter ces recommandations-là. Unifier les protocoles des antirétroviraux de première, deuxième, troisième ligne pour faciliter les achats groupés et la solidarité régionale. Revoir le protocole de vaccination de l'hépatite B pour favoriser l'élimination de la transmission materno-fétale de l'hépatite B. Lutter contre les mauvaises pratiques de prise en charge des usagers de drogue. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur les dosages de méthadone, sur les attitudes vis-à-vis de la naloxone qui empêche de mourir d'une overdose, sur les programmes d'échange de seringues, sur le suivi psychosocial des usagers de drogue. Donc là, il faut revenir aux bonnes pratiques. Il faut travailler à la dépénalisation du simple usage de drogue, comme nous a montré le modèle ivoirien, mais comme l'a fait également l'île Maurice, en distinguant d'une part des usagers qui sont atteints d'une maladie chronique et qui sont des victimes, des patients, et d'autre part les dealers, qui eux ont effectivement à voir avec la police et la justice. Il faut soigner ceux qui sont malades, punir ceux qui font du deal, et il ne faut pas les confondre, ce n'est pas la même prise en charge, car si on fait de la répression sur les usagers, ben là on aggrave la situation, on a de nombreuses études qui le montrent, ce n'est pas une solution, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire quand on fait de la répression. Il ne faut pas nier l'existence d'un usage de drogue dans les pays où cette pratique a débuté, vient de débuter. Concernant les financements, c'est quand même le thème de ce colloque, enfin il n'y avait pas que ça, mais c'était le thème principal. Effectivement, c'est un thème d'actualité, puisque comme vous le savez, on a eu une diminution drastique des financements américains qui ont diminué de 90%, donc ça de façon considérable, on ne sait même pas ce qu'on va avoir en 2026. Et voilà en plus que l'Union européenne, qui est un partenaire également très important, a déclaré qu'elle avait également diminué de façon substantielle l'aide au développement et à la santé dans les pays. Et puis pour continuer dans la catastrophe, nous avons, hélas, la fermeture du bureau de l'ONU-CIPAJ dans la région. C'est aussi une catastrophe. Donc il faut trouver comment on va s'en sortir. Il faut trouver de nouveaux financements. Donc, on a travaillé à des pistes, mais évidemment ça nécessite d'être affiné. Et puis alors là par contre, il faut optimiser les pratiques. Et là-dessus, on sait à peu près ce qu'il faut faire pour réaliser des économies. La diapositive suivante. Alors, regardez, c'est intéressant.
c'est la part des financements des pays dans la lutte contre le VIH. Donc, quelle est la part que le pays prend dans le financement de la lutte contre le VIH? Comme vous le voyez, c'est très hétérogène selon les pays. Les Seychelles prennent déjà 100% de ce financement. Donc, pas de problème particulier pour eux. Maurice prend 82%. Donc là aussi, l'effort n'est pas considérable. Rodrigue, 55%. Les Comores, 15%. Madagascar, 2%. Vous voyez que la situation des pays n'est pas la même et que la somme à trouver n'est pas la même non plus. Les financements. Donc, il faut chercher des nouvelles sources. Alors là, il y a plein de possibilités. C'est pas du tout des recommandations, ce sont des pistes possibles. Bon, c'est classique, on augmente les impôts, on augmente les taxes sur certains produits. Alors, il y a des produits, des taxes sur les produits qui ont du sens. Et le sens, c'est mettre des taxes sur les produits qui sont mauvais pour la santé. Donc, l'alcool, le tabac, le sucre, tout ce qui est mauvais. On peut augmenter les taxes pour diminuer les consommations et normalement, utiliser cet argent pour la lutte contre les maladies que l'on prévient. Mais une fois que c'est rentré au ministère des Finances, souvent, c'est pas forcément fléché pour ce à quoi on aimerait que ce soit restitué. Ça appartient aux États. Il faut, alors, dans certains pays, comme par exemple les Comores, mais également Madagascar, il y a un rôle très important de la diaspora. Mais comment faire en sorte que la diaspora, alors, on n'a pas la réponse, que la diaspora puisse financer également cette lutte, vu qu'elle finance déjà beaucoup de choses, par exemple les Comores, le financement des mosquées, les grands mariages, enfin tout ça, et puis c'est un financement qui est un petit peu informel, c'est-à-dire c'est pas forcément par des virements officiels. On transporte beaucoup d'argent dans la poche. Comment taxer les gens qui remettent de l'argent dans la poche et se dire alors on prend 2% pour la lutte par exemple contre les maladies sexuellement transmissibles et les addictions. Il faut peut-être aller dans l'amélioration et l'accès à des systèmes de financement privés de la santé, donc des assurances de santé. Il faut certainement favoriser le partenariat public-privé. Les entreprises ont un rôle à jouer, par exemple, elles peuvent prendre en charge les assurances de leurs travailleurs. On va des pistes comme ça à l'étranger. Et puis, après, il faut... Alors, tout ça est à travailler. Après, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. C'est rationaliser les dépenses. C'est-à-dire qu'avec ce que nous avons maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est clairement oui. Il y a plusieurs pistes. Et la première, c'est que les problématiques de santé, le ministre de la Santé ne regarde pas que le ministre de la Santé. Ce sont des problèmes qui regardent d'autres ministres, comme par exemple le ministre de l'Éducation, le ministre de la Jeunesse et des Sports, je ne sais pas comment ça s'appelle au Comores, et le ministre de la Femme, de la Famille. Il y a beaucoup de ministères qui ont un rôle à jouer, par exemple le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse dans la prévention, d'autres ministères dans la prise en charge, le ministère de l'Intérieur par rapport à la répression, par exemple, des drogues, par rapport aux prisonniers. Enfin, il y a énormément de choses à faire au niveau d'un État. Et donc, l'idée, c'est d'avoir dans chaque pays un organisme de coordination à un très haut niveau, présidé par le ministre de la Santé, voire par le président de la République ou le Premier ministre, qui réunit tout le monde, c'est-à-dire les différents ministères, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les personnes concernées, les populations clés, avec donc une présidence au plus haut niveau de l'État. Il y a plusieurs États qui l'ont fait, ça marche bien, et en plus les décideurs, au plus haut niveau, ils sont bien informés de ce qui se passe, ils sont bien informés des besoins, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en général, améliore la vision de comment est-ce qu'on peut avoir une prise en charge meilleure. Ça coûte rien, et c'est très efficace, parce que ça rationalise, et pour un ministre de la Santé, ça fait peser le poids de la prise en charge sur différents ministères, en fait. Et pas uniquement sur le ministère de la Santé. Il faut regrouper... Alors, dans beaucoup de pays, je ne dis pas au Comores, mais dans beaucoup de pays, il y a au sein des ministères des directions différentes. Donc, il y a une direction, par exemple, pour le VIH, SIDA, une direction pour les IST, une direction pour le planning familial, une direction pour etc. Et maintenant, on n'en est plus là du tout. On est dans quelque chose d'intégré au niveau aussi des ministères, c'est-à-dire, par exemple, la notion de santé sexuelle. L'OMS le promeut depuis longtemps, c'est pas unifier la santé sexuelle. Eh bien, cette santé sexuelle, elle peut être regroupée sous une seule étiquette, avec des moyens qui sont mis en commun, une rationalisation des moyens et des personnels, et ça fait faire beaucoup d'économies. Également, on doit, alors par contre, ça c'est une nécessité au niveau de la prise en charge des patients, qu'il faut regrouper. Vous savez, on dit toujours la prise en charge centrée sur le patient et holistique.
C'est-à-dire on s'occupe du patient et de sa globalité, on ne fait pas aller là pour une syphilis, là pour le VIH, là pour avoir accès à la contraception, là pour avoir accès à la santé mentale, etc., etc. On met dans un même lieu des professionnels qui se regroupent avec des personnels qui est poulé, on va dire, de façon à ce que le patient reçoive tout d'un coup, ça améliore considérablement l'observance, qui est un facteur clé dans l'infection à VIH, et puis ça diminue les coûts en santé de façon importante. Et en plus, ça va avec la recommandation de l'OMS. Alors, on a suggéré également l'implication des premières dames. Les premières dames, elles sont souvent un rôle à jouer. On a rappelé qu'il y avait pas mal de premières dames qui s'impliquaient dans les programmes, donc peut-être essayer que les premières dames de nos pays s'impliquent. Et puis, sur une idée de Richard, qui est un J4 à notre colloque, c'est-à-dire qu'on puisse aller rendre compte aux autorités du pays dans lequel se situe le colloque de nos travaux, de ce que nous avons fait, des recommandations, dans le but d'informer déjà, parce que c'est important, mais aussi de donner des pistes qui nous semblent les plus favorables à une amélioration. Pour les Comores, mettre en place une task force pour réfléchir à la mise en place des mesures de réduction des risques, exactement sur le modèle, on nous a tout dit, de la réduction des risques, par exemple des catastrophes naturelles. Ensuite, pour le pays, il y a les regroupements. Alors, se regrouper, acheter ensemble, ça coûte moins cher, ça favorise d'être servi un peu avant les autres, parce que quand on est des petits pays, on n'a souvent pas accès à des bons prix et on passe souvent après les autres parce que la commande est très modeste, ça n'intéresse pas les gens qui viennent des réactifs. Donc, réactifs de tests de dépistage, des traitements, surtout les antirétroviraux pédiatriques qui sont toujours plus ou moins en tour de stock partout parce que c'est une toute petite échelle, mais aussi les diagnostics des infections au corticoïdes. Alors, soit au sein des pays d'ACOI, soit avec les CIDS. Vous savez qu'il y a un accord qui a été signé avec d'autres pays, comme par exemple l'Active, et ce sont des accords qui sont très avancés avec des États qui sont souvent déjà engagés de signature, et on peut passer par là si ça fonctionne. Ensuite, il faut effectuer un état des lieux annuel de qu'est-ce qu'on a dans notre pays, parce que ça, vous l'avez déjà vu dans le programme de coopération précédent, ça marche très bien. Parfois, un pays, il a trop de tests de dépistage, et l'autre, il n'en a pas assez. Ou il a des antirétroviraux qui vont périmer dans très longtemps, dans un an, par exemple. Et donc, on peut s'échanger. Tel pays peut avoir besoin, par exemple, d'un traitement, et l'autre peut avoir besoin d'un test. On peut s'échanger, se donner des tests plutôt que de les jeter et de les gâcher, parce que c'est cher, mais paradoxalement, il y a beaucoup qui est jeté. Ensuite, il faut sécuriser les financements du colloque annuel. Bon, c'est une fois que les 5 ans dans les États font de gros efforts, mais si on a un programme régional, il faut prévoir de l'argent pour ce colloque régional. Et puis, si les ministères sont d'accord, si les États sont d'accord, nous pensons, ça c'est une nouveauté de ce colloque, avec en tout cas les chefs de délégation qui étaient tous d'accord, de la souligné, il serait bon de créer, si on a l'accord des ministres de la Santé, un groupe de travail avec un représentant du ministre de la Santé, donc l'État qui serait le chef pour son État, 2 médecins techniciens, un des addictions, un sur le VIH, la santé sexuelle, et 2 personnes concernées, un sur le VIH, un sur les addictions, de façon à ce que tous les 2 ou tous les 3 mois, on puisse de façon virtuelle, ça ne coûte rien du tout, continuer notre brainstorming, suggérer des choses, voir quels sont les besoins des pays, s'aider les uns les autres, avant que la COI, qui c'est donc qui est d'accord sur le principe de porter notre programme régional, puisse s'en emparer, puisqu'il faut évidemment des étapes qui sont tout à fait normales. Donc, on a 2 ans pour aboutir à un financement, mais on a une volonté de la Commission de l'océan Indien et ça rentre dans ses priorités. Voilà. Ensuite. Alors, c'est la dernière diapositive, c'est un peu long, on fait toujours la restitution. Donc, vraiment, alors je vais dire merci à tous les Comoriens et à toutes les Comoriennes. Ça représente tout le monde, du ministre au plus humble des personnes qui sont ici. Encore un grand merci, on a vraiment beaucoup apprécié notre séjour ici. On a été très gâtés et on est très reconnaissants, vraiment. Merci infiniment. Et puis merci à Maurice d'organiser le 22e colloque. C'est vous qui allez reprendre ce fardeau, qui est aussi une joie. Donc merci d'avoir accepté de le faire. Je vous dis rendez-vous ce soir à la soirée festive qui a été organisée par les organisateurs du colloque. Je vous dis aussi
parce qu'on a demandé de faire l'un des participants un drone et on suggère de faire une photo de groupe de tous avec ce drone probablement dans les jardins du réglage. Mais je ne voudrais pas terminer ce compte rendu sans vous parler de Jude, parce que notre Jude, notre cher Jude, notre Jude chéri, va être à la retraite dans 2 semaines. Il a porté l'homicide de tellement de choses. Merci pour tout ce que tu as fait, pour toutes ces années de combat, de lutte, d'assistance, d'action positive. C'est vraiment, on est tous extrêmement reconnaissants. On ne sait pas comment te le dire. Mais bon, on va être très triste de la fin de ton candidat et aussi de ton départ. Mais enfin, ce n'est qu'un départ professionnel parce que on sait que tu vas rester avec nous et tu seras bénévole. Voilà, j'ai terminé en ce qui concerne la restitution de ce colloque. Je vous remercie. Maintenant, la parole à Ravan Kouli. Merci beaucoup d'avoir donné parole à Ravan. Pour commencer, j'ai appelé ma chère Khalifa, la vice-présidente de Ravan Comore. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, messieurs et mesdames, avant moi et avec vos grades, pour vous aider. Chers amis, personnes infectées, affectées, vous servir pour la micropédias. Bonjour. Merci de nous donner la parole maintenant pour parler, pour présenter la voix des personnes qui ont été de la région. Et pour commencer, je vais parler un peu de la vanne. La vanne, c'est un tambour. C'est un tambour. Donc, la vanne, c'est les personnes concernées des îles de l'océan Indien qui l'a choisi. Après avoir fait une fusion entre 2 associations, l'association Ravan et puis l'association des femmes séropositives des îles de l'océan Indien. Ravan, maintenant, il a 11 ans. Mais au moment de Covid, là, il y avait un moment que c'est enveilleuse, là, faute de financement, pratiquement des problèmes de la Covid. Depuis l'année dernière, avec le colloque à Madagascar, donc la Ravan a repris la force. Il y a des activistes, il y a les personnes concernées qui se sont mobilisées pour porter la voix des personnes qui vont avec le VIH. Et voilà la vanne depuis l'année dernière. Donc, il y a des points focaux comme vice-président au niveau de 7 îles, Rodrigue, Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar, la Réunion, Mayotte, qui sont membres là. Et maintenant, donc, cette année, c'est la Comores qui a pris le palon depuis les colloques l'année dernière. La présidence, c'est 3 ans, mais c'est tournant les colloques qui suivent les rythmes du colloque de l'océan Indien. Donc, la Ravan regroupe les personnes infectées et affectées, engagées de la région de l'océan Indien, mais aussi les associations qui luttent pour les VIH, les hépatites, ou tout ce qui est domaine de la maladie VIH, là, qui veut faire partie de la Ravan. Donc, la Ravan se mobilise pour devenir acteur de leur propre santé et défenseurs de leurs droits. Et cette année, donc, la Ravan se remonte, mais à partir d'aujourd'hui, comme Patrick a dit, là, c'est Maurice qui va prendre le panneau de Ravan. Donc, je fais appel à notre ami
Ravan Rodrigue et Maurice Larme de venir nous rejoindre ici devant pour porter la parole ou bien la voix des personnes vivant avec les Donc, comme c'est Maurice Rodrigue qui vont porter les fanions, c'est eux qui vont préparer les colloques. Et aujourd'hui, maintenant, nous plaidons beaucoup aux autorités locales mauriciennes d'intégrer Naravan, Maurice et Rodrigue de faire partie des comités d'organisation. Des comités d'organisation. Et pour commencer, je vais donner la parole à notre très chère Sharifa, grâce à elle, là, et Ravan est toujours là au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, notre cher Dr Catherine Gault, notre maman de la présidente, honorables invités, les chers représentants des délégations des îles, Monsieur le directeur de la santé, Monsieur le représentant du gouverneur de l'île autonome de Gambia, Madame la représentante de l'OMS, notre cher directeur de la région, Monsieur Jules, salam alaikum. Nous arrivons à la fin de ce 21e colloque régional. Alhamdulillah, on peut enfin dire utile. Tout d'abord, je tiens à remercier notre maman, le professeur Catherine Gault, sans qui cet espace n'existerait pas pour nous. À nos dirigeants respectifs qui s'engagent avec nous dans la lutte contre cette pandémie que j'espère ne deviendra plus une épidémie dans notre région. Une mention spéciale à Sindou de Mayotte, directeur exécutif de PAM Maïcha, avec son engagement et son aide si précieuse à la Havane, qui nous a permis, après la COVID-19, de faire revivre la Havane. À notre président, Marie-Isabelle et l'équipe de réunion, qui, malgré l'espace qui nous sépare, malgré la mauvaise connexion qui est entre nos îles, aménagent leurs efforts pour qu'on soit toujours ensemble partout où on est. Et au gouvernement comorien, en particulier Monsieur le ministre de la Santé, son engagement de réunir tous les moyens nécessaires afin que cet événement voie le jour. Au staff, le groupe technique de ce colloque, qui n'a pas cessé d'être actif depuis octobre 2024, qu'on a repris 9 années à Madagascar, là où les travaux de réflexion ont débuté. À toute la société civile de la région en général, et en particulier la société civile comorienne, qui joue un rôle primordial et qui est souvent laissé pour compte. Merci de garder cette flamme de vaincre toujours allumée et de jamais abandonner, car ce n'est jamais fini quand c'est jamais terminé. Merci à vous. Il n'y a pas de visage ni de frontières, pourtant il existe dans nos îles baignées de lumière. Nombreux sont ceux qui
qui vivent toujours dans l'ombre. La peur du regard, ils succombent. Quel sera cet avenir qui essaie de prédire? Harcelé constamment par les murmures de Kitimoun Boudir, ce n'est pas le virus qui détruit le plus, c'est plutôt le silence, la honte et les critiques en surplus. Il y a des murs invisibles, dressés sans empathie, des murs qui ne s'effondrent que par sympathie, des peut-être porteurs, mais n'a pas forcément connu le foot. Sache que nous étions censés l'aider à garder la tête haute. Dans les villages, ils refusent les dépistages. Entre-temps, le virus se promène et fait des ravages. Il craint le jugement plus que le résultat. Entre-temps, les rumeurs disent que les campagnes coûteront très cher à l'État. Les femmes se cachent, se masquent et finissent par nier. Car tout ça fait mal, comme une blessure qui n'arrête de saigner. Les familles se taisent, les stigmates ne s'apaisent. La honte contamine les noms et fait que la vérité se taise. Mais allez leur dire que le VIH n'est pas un châtiment. Ce n'est pas une punition divine. Alors, séchez-vous d'abord le prochain moment. Le VIH n'est pas forcément le reflet d'une mauvaise comportement. C'est une maladie humaine qui mérite le meilleur de nos sentiments. Pourtant, dans nos maisons, comme dans les rues, le tabou règne encore. Dans les lieux de culte, comme dans les écoles, le silence persiste encore. Nourris par les interdits et le manque d'information, nourris par le manque de moyens et de compréhension, malgré la dure réalité, le soleil se lève. Dans le même océan, des voix s'élèvent. À Rodrigue et à Maurice, des joints bravent la tempête pour repousser les préjugés. À La Réunion et à Mayotte, des soignants sont formés pour accompagner non jugés. Aux Comores et aux Seychelles, les enfants naissent séronégatifs grâce à des mères courageuses. À Madagascar, malgré les manques de difficultés, les initiatives pour combattre le virus sont nombreuses. Et partout dans l'océan Indien, des regroupements sociaux se mobilisent. Avec détermination, des cœurs solidaires redonnent du souffle à la muse. L'espoir fait vivre ceux et celles qu'on croyait perdus. L'union fait la force, le VIH ne vaincra pas, c'est entendu. Mais le chemin est encore long et le tabou reste synonyme de prison. Il ne faudra pas relâcher tant que le silence règne dans nos maisons. Tant que les hommes auront honte de se faire dépister, et tant que la peur empêchera la vérité de se manifester, le virus continuera à trouver refuge dans les non-dits. Et cela empêchera le ciel d'être des véritables paradis. Alors, il faut oser, mais il faut aussi les moyens pour pouvoir s'imposer. Car sans financement, la guérison restera au stade de lancement. L'espoir risque de s'éteindre si l'on n'obtient pas le nécessaire pour le traitement. Les campagnes s'essoufflent et le progrès se fige. Mais ne perdons pas la foi, que notre foi nous dirige. Les fonds qu'on récoltera aujourd'hui
demain. Investir dans la lutte contre le VIH, c'est investir dans la survie de l'être humain. Conjuguons nos efforts et unissons nos voix. Que les îles de notre bel océan montrent la voie. Dans la dignité et la liberté d'aimer sans crainte. Dans la dignité et dans la liberté de vivre sans contrainte. Dans la vérité, loin des semblants du corps, j'appelle toutes les personnes infectées et affectées de me rejoindre, que nous disons ensemble. Please, sorry. Qui a organisé ce colloque cette année, qui a beaucoup impliqué Daravan au Sénégal. Grand merci à tous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, honorables d'assistance, le premier jour, et que cela est venu avant même la mise en place des colloques. Le plus grand mal du siècle, c'est la stigmatisation. La stigmatisation, certains disent même qu'elle est plus que le sida de l'homme. Parce que
malade stigmatisé va se lever sur lui. Il ne va pas se faire tester, il ne va pas prendre son traitement, et il risque de mourir alors qu'on pourrait faire quelque chose. Donc, pour faire quelque chose contre ce mal, il faut que nous tous, nous disons non à la stigmatisation. Mais je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais à l'école primaire il y a quelques années. Un camarade en classe était enrhumé, il toussait, il éternuait. Et tous les autres camarades ne voulaient pas s'asseoir à côté de lui. Tout le monde ne voulait pas s'asseoir à côté de lui. On était 20. Et après, le petit qui avait le rhume commence à pleurer. Le maître a essayé de le calmer. On a continué le cours pendant la récréation. Parce que c'était un camarade, mais c'était aussi un voisin. On habitait dans le même quartier. Je suis allé le voir et je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as de la fièvre? Est-ce que tu as mal à la tête? Non, c'est parce que tous les camarades ne veulent pas s'asseoir à côté. Donc vous voyez, avant même que c'est ça, chez les petits, la stigmatisation faisait du mal. Il faut imaginer le poids de la stigmatisation. Ça fait plus lourd que la maladie. Donc, luttons contre la stigmatisation. Un patient qui souffre du VIH, ce n'est pas la même maladie. Ce n'est pas le même agent pathogène. Si on le compare avec le palud, ce sont des malades composés. Rien d'autre. Quand ils sont devant nous, il ne faut rien voir d'autre qu'un patient. Point barre. Un patient, comme un patient qui souffre du palud, comme un patient qui souffre du chikungunya, de la dengue, d'autres maladies infectieuses. C'est comme ça qu'on va aider nos frères. Maintenant, moi j'entends des applaudissements. Maintenant, nous allons procéder au passage du pavillon. Les pays organisateurs, c'est-à-dire l'Union des Comores, au pays qui va organiser l'année prochaine le colloque, c'est-à-dire l'île Maurice. Le staff, le pavillon. On m'a informé que c'est l'excellence monsieur le ministre de la Santé qui va passer le pavillon. Chef de délégation de l'Union. Merci l'île Maurice pour votre engagement. Bien, maintenant, sans plus tarder, sans transition, nous allons passer, comme je le disais tout à l'heure, chaque chef de délégation aura 5 minutes pour dire un mot. Et là, nous allons appeler le chef de délégation de Maurice.
l'honorable ministre de la Santé, l'honorable gouverneur, Madame la directrice de l'OMS, le docteur Carpentier, Docteur Jude et nos distingués délégués, mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est avec beaucoup de plaisir et l'honneur que je reçois le fanion aujourd'hui au nom de la République de Maurice. Ce geste démontre notre engagement commun, non seulement notre engagement commun dans la lutte contre le VIH, les IST, les hépatites et les addictions, mais aussi l'esprit d'équipe et de collaboration qui existe dans notre petite famille de la région. Je profite pour remercier le gouvernement, le peuple de l'Union des Comores et aussi tous les organisateurs pour leur accueil chaleureux, l'hospitalité et cette belle organisation qui a été faite pour ce colloque cette année-ci. Alors que Maurice prend aujourd'hui le relais, nous le faisons avec enthousiasme et détermination. Et nous nous engageons à accueillir le prochain colloque l'année prochaine chez nous avec la même passion et le même professionnalisme que nos frères et sœurs comoriens. Et pour terminer, moi et la délégation mauricienne, incluant nos frères et sœurs Rodriguez, nous avons le plaisir de vous accueillir, nos frères et sœurs des îles de l'océan Indien et leurs représentants à Maurice l'année prochaine pour la 22e édition du colloque de VIH. Merci. Maintenant, c'est le tour du chef de délégation de Madagascar. Aona, il va voir. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur le gouverneur, Docteur Jude, notre cher Jude, Madame la représentante de l'OMS et notre Catherine Go, distingués, délégués, invités à vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé, honorable assistance, c'est un honneur pour moi de représenter le pays et au nom de Madagascar, de la délégation de Madagascar, nous vous disons merci. Merci pour l'organisation de ce colloque, surtout à vous, à l'Union des Comores, à vous, le ministère de la Santé, au comité d'organisation et à nous tous, surtout les Comoriens et Comoriennes qui nous ont soutenus pendant les 3 jours. Nous avons passé un bon séjour. Nous avons échangé beaucoup et vous avez vu que on a toujours répété Madagascar, Madagascar, Madagascar. En effet, nous osons espérer en venant ici, et heureusement que nous sommes là parce que nous n'avions pas de fonds. Mais l'OMS, je dis merci ici, nous a soutenus avec ONU-SIDA aussi pour avoir trouvé le fonds de payer 3 délégations, un médecin référent, moi en tant que coordonnateur du programme et un chef de division de la prise en charge. Nous sommes très peu dans la lutte contre le sida à Madagascar, nous avons très peu de ressources, mais nous faisons de notre mieux. Vous avez vu que il y a la recrudescence du VIH à Madagascar. Nous devons rechercher 90 000 personnes infectées pour 2025. Nous n'avions trouvé que 31 000. Ça veut dire que nous laissons les 60 000 dans la nature éparpiller le VIH, le virus. Si nous avons 2 femmes enceintes se présenter au centre de CSP, une seulement peut être dépistée
parce que nous manquons cruellement des tests. Et les nouvelles infections, ça concerne surtout les jeunes, les femmes enceintes, les adolescents et même les nouveau-nés, parce que nous laissons naître des VIH, des enfants avec des VIH pédiatriques. Vous avez également vu les chiffres chez les populations clés, ça explose. Donc, en venant à ce colloque, nous osons espérer et nous espérons aussi que nous comptons sur cette coopération régionale pour épauler le pays, pour aller main dans la lutte, pour mobiliser les ressources, tant au niveau national, régional et international. Sur ce, je termine mon allocution toujours au nom de la délégation de Madagascar, en vous disant félicitations. Félicitations pour l'organisation de ce colloque. C'était réussi. Il y avait beaucoup de contenu et que grâce au partage, nous avons vu que la lutte n'est pas seulement concentrée sur seulement à Madagascar, mais dans tous les pays et que nous pouvons compter sur chacun d'entre vous. Merci. Bonjour. Donc nous allons passer maintenant la parole au chef de délégation de Seychelles. Vous l'avez compris comme j'ai dit bonjour. Voilà. Honorable Monsieur le ministre de la Santé et Protection sociale, distingués délégués, honorables collègues, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Au nom du gouvernement et du peuple de la République des Seychelles, je souhaitais exprimer notre sincère gratitude au gouvernement de l'Union des Comores pour l'accueil chaleureuse et l'excellente organisation de cette 21e colloque de l'océan Indien. Nous remercions également les organisateurs pour leur coordination exemplaire qui a permis le bon déroulement de cette rencontre. Nous sommes honorés d'avoir pris part à ce colloque et repart avec les connaissances et des perspectives qui soutiendront nos efforts à l'avenir. Nous réaffirmons notre engagement à travailler avec nos pays partenaires pour renforcer la coopération régionale et améliorer la santé de nos populations. Nous remercions sincèrement l'Union des Comores, les Comoriens et les Comoriennes pour son hospitalité et son leadership dans l'organisation de cette édition. Je vous remercie sincèrement. Ça va? C'est vous qui allez chef de délégation de la Réunion. Oui, c'est ce que j'avais compris. Merci. Merci de me donner la parole. Je suis très ému d'être devant vous. Honorable ministre de la Santé et de la Protection sociale, merci. Je suis un peu ému quand même. Monsieur le directeur de l'ONU-SIDA, Madame directrice de l'OMS, Catherine, Monsieur le gouverneur, merci de me donner la parole. Catherine, que je connais depuis maintenant 18 ans. Je suis tombé dans la mare il y a 18 ans. La marée océan Indien. Alors, hier, j'ai fait une présentation qui parlait d'un papillon et des effets du papillon. Je vous remercie vraiment d'être là, parce que, tout simplement, quand le papillon bat des ailes d'un côté, ça provoque des vagues de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est liés. La directrice de Ravane disait tout à l'heure que c'était très difficile de communiquer. Heureusement, on a la Ravane, on peut se parler, on peut discuter,
Et vraiment, ça a été une 3-4 jours, pardon, j'allais dire une semaine, mais c'est passé si vite. Ça a été 3-4 jours très constructifs. On a échangé énormément. Ça nous a permis de mieux nous connaître si nous ne nous connaissions pas suffisamment. Je remercie donc toute l'Assemblée de nous avoir reçus. Je remercie encore une fois les Comores de nous avoir accueillis de façon aussi fantastique. Vous avez mis le niveau assez haut. J'espère que Maurice pourra relever le niveau. On est encore derrière, donc on va essayer de se préparer. On a 2 ans pour se préparer. Encore une fois, merci de tout ce que vous avez fait, de votre présence à ces ateliers, de votre présence dans l'assistance. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci. Avant d'appeler le prochain orateur, je voudrais rendre hommage à une équipe qui est éparpillée un peu partout dans les îles de l'Union des Comores, qui, c'est pas par oubli, mais moi personnellement j'avais prévu ça pour le dernier jour, parce que c'est le jour le plus émouvant pour parler de ces gens-là. Ce sont les gens qui s'occupent tous les jours de ces patients-là. Tous les jours. Nous avons des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des psychologues. Qui font face tous les jours à cette problématique. Nous avons ici des médecins référents. Je demande le médecin référent de chaque île de se lever, s'il vous plaît. Levez-vous. En juin, Mayotte, et Grande Comore. Ces 3 médecins, ils ont bien entendu des équipes avec qui ils travaillent. Moi, je vous salue et je vous encourage, parce que voir des gens qui souffrent tous les jours et qui sont stigmatisés, c'est vraiment du bon travail, et seul Dieu va vous récompenser de ce que vous faites. Merci beaucoup. J'appelle notre doyen d'âge et ancien doyen de la faculté des sciences, un homme très connu dans le milieu scientifique, autant au niveau national, régional qu'international, le docteur Ouledi, qui est le co-président de ce colloque. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'inspecteur général, un des piliers du système de santé des Comores. Alors, j'ai un mot, parce que je crois que tout a été dit, et Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Son Excellence, Monsieur le secrétaire général, qui représente ici le gouverneur de l'île de Ngazidja et les autres gouverneurs qui n'ont pas pu faire le déplacement, Madame la représentante de l'OMS, Monsieur Gide, Madame Catherine Beau, l'ensemble des représentants des pays ici présents, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, au terme de ce colloque, je voudrais exprimer au nom de tous les participants nos plus sincères donc remerciements d'abord à Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui à organiser ce colloque, puisqu'il a porté l'information auprès de ses collègues du gouvernement, auprès de son Excellence le Président de la République, en déplacement en ce moment, et auprès également du Secrétaire général du gouvernement de l'Union des Comores. Il a battu le pavé partout où c'était nécessaire pour mobiliser les ressources, et notamment les ressources humaines et financières. Merci, Monsieur le Ministre. Nos remerciements vont
à Madame Catherine Go. C'est une répétition, mais c'est nécessaire en enseignement, parce que ça finit par rester. Qui est coprésidente et coordonnatrice régionale de ce colloque. Je dirais même, c'est l'initiatrice de ce colloque. Mon collègue ici l'a appelée la maman, mais je crois qu'elle a toutes les qualités, maman, grand-mère, tout ce que l'on peut dire, parce qu'elle nous a laissé quelque chose que nous pensons garder indéfiniment, même si le mot indéfiniment est difficile à dire, parce qu'on est au 21e colloque. Les applaudissements. Merci à l'équipe d'organisation, puisque c'est vrai que je suis le président de l'équipe d'organisation, mais cette organisation a été complexe, puisqu'il y a les comités qui travaillaient, et vous avez aussi les cadres du ministère de la Santé, notamment son secrétaire général, le directeur de cabinet, les conseillers et monsieur le directeur général de la Santé. Tout le monde a mis la main à la pâte. Je voudrais également, et très sincèrement, remercier les petites mains également, sans lesquelles on ne serait pas là. Au-delà du protocole, des gens du protocole du ministère des Affaires étrangères et de l'Assemblée de l'Union, vous avez également les chauffeurs qui ont passé des nuits entières et des journées entières à déplacer les participants. Je voudrais rendre hommage ici également, et je ne voudrais pas oublier les partenaires techniques, les sponsors, mais également le Terretage, l'Assemblée de l'Union, et j'en passe, puisque nous avons également le temps d'aller les remercier de vive voix. Et enfin, je voudrais remercier également les représentants, toutes les délégations qui sont intervenues, intervenant donc les associations également, les personnes vivant avec le VIH pour votre présence et vos partages. Votre contribution a donné tout un sens à cette rencontre. Alors, je vais traduire un mot ou une phrase comorienne avec, pas une approximation, mais j'essaierai, parce que c'est très difficile. Si quelqu'un parmi vous a été importuné par une quelconque ou un quelconque problème, comme on dit, même être piqué par une moustique la nuit, ou les bruits des voisins, ou les bruits de voitures, vous voudriez nous excuser. On n'en a pas voulu. Mettez ça sur le dos du président du comité d'organisation. Je m'en chargerai. Alors, il me reste à dire deux mots. Félicitations à tout le monde, mais également, je dirais, cap maintenant à l'île Maurice, qui accueillera la prochaine édition. Merci, vive l'Union des Comores et vive la solidarité de l'océan Indien. Je vous remercie infiniment. Vous avez entendu le doyen parler de partenaires, de sponsors. Ces sponsors, nous, quand je dis nous, parce que je fais partie du comité d'organisation, nous n'arrêterons jamais de les remercier. On va les remercier
à chaque fois, on fera une inspiration. Et à l'expiration, ça va sortir avec merci. Parce que sans ces sponsors, on aurait eu beaucoup de difficultés, bien entendu. Le chef va le dire tout à l'heure. Il va le dire tout à l'heure. Mais moi, j'ai des remerciements spéciaux pour une organisation mondialement connue et reconnue, pour son expertise, pour ses encouragements. Je parle de l'Organisation mondiale de la santé, bien entendu. Je ne voudrais pas créer des jaloux. Les autres agences des Nations Unies nous soutiennent aussi. Nous soutiennent. Et on les remercie beaucoup. Ça, c'est l'inspecteur général de la santé qui parle. Mais le docteur Nkurunziza a toujours été à côté de nous. Et j'ai vu ça avec son prédécesseur. L'ancien représentant qui était là, quand on a géré la crise de Covid-19, nous a jamais lâchés. L'OMS, Bureau Pays, a dépêché un expert national pour travailler avec nous durant toutes les phases de préparation de ce colloque. C'est le docteur Nassiri Ahmada qui a été avec nous depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui pour qu'on en arrive là. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à qui? À l'OMS. Merci beaucoup. Maintenant, le moment tant attendu, nous allons écouter religieusement, avec un silence proche de la prophétie, le discours de son Excellence, Monsieur Ahmadi Sidi Naouda, ministre de la Santé et de la Protection sociale. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de Ngazidja, représentant les autres gouverneurs et représentant le gouverneur de l'île aussi de Ngazidja, honorables élus, Madame la représentante de l'OMS, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, honorables invités à vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici au terme de ce 21e colloque sur le VIH-Sida, les hépatites et les addictions, tenu sur le thème évocateur, financement durable par le pays et mutualisation de ressources pour une prise en charge intégrée dans la zone océan Indien. Ce thème d'une portée stratégique majeure reflète une vision lucide et responsable de l'avenir de notre riposte contre le VIH-Sida. Il nous rappelle que pour préserver les acquis et consolider le progrès réalisé, nos pays doivent désormais assumer davantage le leadership du financement, renforcer la solidarité régionale, mutualiser nos ressources humaines, techniques et financières afin de garantir une prise en charge intégrée, équitable et durable. Au cours de ces 3 journées d'échanges intenses, nous avons mesuré l'ampleur des défis qui persistent, tels la pérennisation du financement des programmes, le renforcement de la résilience de nos systèmes de santé, la coordination intersectorielle,
la lutte contre la stigmatisation et l'exclusion. Mais au-delà de constats, ce colloque a aussi révélé des initiatives novatrices, des expériences inspirantes et surtout une volonté partagée d'agir ensemble dans l'esprit de la coopération régionale et de la solidarité entre les peuples de l'océan Indien. Distingués participants, mesdames et messieurs, ce colloque a mis en évidence une vérité essentielle. Aucun pays, aussi engagé soit-il, ne peut vaincre seul le VIH-Sida. Les enjeux que nous affrontons appellent à une action collective fondée sur la mutualisation des ressources, le partage de bonnes pratiques et la coopération régionale renforcée. C'est en unissant nos forces, nos compétences et nos moyens que nous pourrons garantir un accès universel à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins pour toutes les populations sans aucune forme de discrimination, qu'elle soit économique, sociale, religieuse, géographique ou politique. Le financement durable ne se limite pas à la mobilisation des fonds. Il s'agit aussi de renforcer le leadership national, d'assurer une gouvernance transparente et efficace des programmes de santé et d'inscrire la lutte contre le VIH dans une approche intégrée, englobant la santé sexuelle et reproductive, les addictions, la tuberculose, les hépatites et la santé communautaire. C'est dans cette vision globale et solidaire que réside la clé de la durabilité de nos actions. Mesdames et messieurs, malgré les contraintes budgétaires et les priorités multiples, il demeure essentiel de maintenir la lutte contre le VIH-Sida au rang des priorités de santé publique. Derrière les chiffres et les rapports, il y a des vies humaines, des familles, des communautés entières qui comptent sur notre engagement, notre responsabilité et notre humanité. C'est cette responsabilité partagée qui doit inspirer nos politiques et orienter nos décisions à tous les niveaux. Permettez-moi à ce stade d'exprimer toute ma reconnaissance et mes félicitations à l'ensemble des participants pour la qualité des échanges, la richesse des présentations et la profondeur de réflexion qui ont marqué ces journées. Au nom de son Excellence, M. Azali Assoumani, chef de l'État et son gouvernement de l'Union des Comores, que je représente, de remercier chaleureusement, entre autres, le comité d'organisation et ses coprésidents Dr Ahmed Ouled et Dr Catherine Go, les partenaires techniques et financiers, les experts régionaux, internationaux et nationaux, ainsi que les acteurs communautaires qui ont fait de ce colloque un véritable espace de dialogue, d'apprentissage et de convergence d'idées. Mes remerciements s'adressent également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Le gouvernement comorien, le Fonds mondial, l'ONU-SIDA, l'OMS, le FNUAP, l'UNICEF, l'ambassade de France, YAS Comores, BDC, Expertise France, Ocopharma, SADEC, Compass et bien sûr l'hôtel Ritage qui nous accueille. Un mot particulier de gratitude aux médias et à la société civile pour leur accompagnement constant et leur engagement en faveur de la sensibilisation. À toutes les délégations présentes, je souhaite un bon retour dans vos pays respectifs avec l'assurance que les liens tissés ici continueront de nourrir notre collaboration régionale.
Mesdames et messieurs, alors que nous clôturons ce colloque, je vous invite tous à transformer les recommandations formulées ici en actions concrètes. Le moment est venu de renforcer notre responsabilité nationale, d'élargir la coopération régionale et de bâtir une synergie durable entre les pays de la zone Océan Indien au service d'une santé universelle et inclusive. Puisse notre rencontre marquer une étape décisive vers la construction d'un modèle de financement et de gouvernance sanitaire autonome, solidaire et intégré, capable de répondre efficacement et durablement aux défis du VIH-Sida. C'est donc avec un profond sentiment de satisfaction et d'espoir que je déclare clos le 21e colloque sur le VIH-Sida, les hépatites et les addictions, édition 2025, ici à Moroni, en Union des Comores. Que l'esprit de collaboration et de solidarité qui nous a animés continue de guider nos actions au quotidien. Ensemble, faisons reculer le sida et avançons vers un avenir sans stigmatisation, sans exclusion et sans nouveau cas de VIH. Yes, we can. Je vous remercie de votre aimable attention. Watukufu hejjarzan kunspia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ribiti sukuntaru zamsinaji za ufanya hazi yahusu hususan wade wa sida ilo kamba kawasi mzima migunu mwasi kasijua i ampleuru wade unuwa orenga harma intiatu au harma ilbaralatu kawasi wakati wa hulatsabe wakati uja watukufu wahutsanganyisa zinguvu zefikra zimali atekemba rishinde tlibaho wadeunu na babo wadeunu karshindi utowane kakarsiwa moja yode imana kabla hauzia zihaza twafanya leo bani ni msahen kwezo watukufu hizi jarada zanyu ni nivo zanyu pia monsi nezi nguvu zanyu mwezi ngwa mbanizo pia ritsanganyisi ya matsa richebaho wadeunu beunu wademziro ilo kamba intia tu madama ya ilo kamba raba moja na majirani na wanyao karsi epargne bera hikaba moja hasontia tu richebaho mwadeunu rutsovuka kama wabenzi muhono moja ka ufu remekoti rahitsanganya hasontia tu nsifikiri mbarto shinde wadeunu maudera shinda mawadeda ya vira vavo hawa makalima ya kwezo watukufu den mwambia numba rais wa idaula mheshimiwa rais Azali hapa moja na wasi hautsanganyisa zahe mvu na zahe fikra risanganyisa pamoja na wanyu ile shinde tulibaho wadeunu biidhnillahi alkarim vavo waivo hanalo wamwambiani wema na humwambiani kama wabenzi wajeni mwaja bani na wasi pia kula mtu aregeda kuni haya hasalama salimini sona natina wakati wangina kama wabenze na hobushiria wananyaswa morisi warenge kwa maneni mahani kama wabenze riparana hoho berhemo parana parana mbabadu wasida kausi na haruma libara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un cocktail est prévu tout à l'heure là, enfin disons plutôt un rafraîchissement est prévu dehors. Galizi watukufu hata mpaka davano do yakauhatimishiha umkonsi matsimuraro ikauendelea harima yelotel ya Heritage zentsibuze mbili ama usiku wa mwalo mkonsi unu udulwa haiho harima le jumla la wana bonge wa Komor mkonsi kawo ukautwalia wade wa sida ikaunu mkonsi
wa 21 uchanganyao zensi zahe ya Baril Hind awenge ndungu haunro ranzi do mandiso wa hunkunsi unu hata uhatibishi hata mpakanda yabo ze jamaa pia salam gajuhuna na wakati wa saya ekamyezi ngwabenzi wa matawfiki la billahi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.